Hello, everyone. I just want you to know that upon a huge demand of seeing this video in French, we have converted most questions that were asked in English in French now with Nancy Carden. Hope you enjoy. Bonjour, Monsieur Laporte. Bonjour. Premièrement, merci d'avoir accepté de participer et de partager vos connaissances dans le domaine du droit des régimes de pension. Donnez-moi 5 raisons pour expliquer de quelle façon le plan de pension personnelle est supérieur à un régime enregistré d'épargne retraite pour les médecins incorporés. Oui. Bien, merci beaucoup pour cette question. Alors, une des raisons pour lesquelles le PPP ou le plan de pension personnelle est supérieur à un REER, c'est qu'on peut cotiser beaucoup plus d'argent chaque année qu'avec un REER. Avec un REER, la limite cette année est de 27 830 $. Avec un régime de pension agréé comme le nôtre, on peut facilement dépasser ce montant-là, des fois doubler ou tripler le montant d'argent qu'on peut cotiser, donc créer des déductions fiscales pour sa compagnie. Donc ça, c'est la première grosse raison. Et sur la période d'une vie entière, on a calculé qu'en moyenne, on peut soit tripler ou avoir 4 fois le nombre de cotisations que le régime REER nous permet. Donc, c'est une grosse différence du point de vue des cotisations. Le deuxième avantage, c'est que parce qu'on a le droit de mettre plus d'argent à l'abri de l'impôt plus tôt, bien, cet argent-là va se fructifier, et on va se retrouver avec beaucoup plus d'argent enregistré à la retraite que si on avait utilisé un REER. Donc, il y a un effet de levier qui se produit à long terme grâce au fait qu'on a mis plus d'argent dans la caisse plus tôt. Le troisième avantage, c'est que parce que c'est un régime de pension, l'argent est protégé des créanciers. Donc, si un médecin se fait traîner en justice pour une raison ou pour une autre, puis disons, l'assurance ne couvre pas les dommages et intérêts, bien, l'argent qu'on a pu mettre de côté dans le régime de pension n'est pas saisissable, c'est-à-dire que les créanciers ne peuvent pas y toucher. La quatrième raison, c'est que parce que c'est un régime de pension et non pas un REER, quand on veut investir l'argent du régime, on a droit à investir dans toutes sortes de choses qui ne sont pas permises pour les REER. Puis je vais vous donner un exemple assez concret. En Ontario, on a l'autoroute 407, qui est une autoroute à péage. La compagnie qui a créé et qui maintient cette autoroute en place, elle est détenue par un fonds de pension. Bien, vous pouvez imaginer les revenus que ça génère à chaque fois que quelqu'un prend sa voiture puis voyage sur l'autoroute. Il y a de l'argent qui sort du compte bancaire, ça va dans les poches du fonds de pension. Mais moi, si j'ouvre un REER à la Banque Royale ou à la Banque de Nouvelle-Écosse ou peu importe où, je ne peux pas investir mon argent dans la compagnie qui détient l'autoroute 407. Ce n'est pas permis. Mais je peux le faire avec mon régime de pension. Donc, ça ouvre un univers significatif de nouvelles possibilités d'investissement qui sont beaucoup plus sophistiquées qu'avec un REER. Puis la cinquième raison, c'est que avec un régime de pension agréé, si jamais nos enfants venaient qu'à travailler dans notre compagnie et qu'on leur verse un salaire, ils peuvent devenir participants dans le régime. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ça sert à quoi ça? Bien, je vais vous le dire tout de suite. Si jamais il y avait un décès, si moi je venais qu'à décéder, que ce soit du COVID, n'importe quoi, tous les millions de dollars qui sont dans mon PPP, dans mon régime de pension, au lieu d'être taxés, parce que c'est ce qui arrive avec un REER, c'est taxable, au lieu d'être taxé, tout cet argent-là va devenir de l'excédent et mes enfants qui sont également participants dans mon régime vont pouvoir utiliser tout l'argent que j'ai laissé derrière. Donc, au lieu de donner la moitié au gouvernement, on donne tout l'argent à ses enfants. Donc ça, ce sont des économies d'impôts qui sont faramineuses.
C'est incroyable, c'est impossible avec un REER, mais c'est uniquement possible parce qu'on parle d'un régime de pension agrégée. Donc, voici mes 5 raisons pourquoi on pense que les médecins devraient utiliser notre régime au lieu d'ouvrir un REER. Et comment fonctionnent les transferts intergénérationnels au sein d'une famille? Bon, ben c'est ce que je disais. Si les enfants perçoivent un salaire de l'entreprise familiale, que ce soit la compagnie de gestion, la compagnie médicale du médecin, bien là, ils peuvent devenir participants du régime. Donc, ils deviennent ce qu'on appelle des ayants droit. Ils ont droit à ce que la caisse du régime leur paye une rente à la retraite. Et au décès, l'argent que moi, j'ai cotisé dans le régime, bien, ça devient leur argent parce que ça devient du surplus de l'excédent et ça reste à l'intérieur du régime. C'est comme ça qu'on fait le transfert intergénérationnel. D'accord, merci. Les nouvelles règles sur le fractionnement du revenu sont-elles problématiques au sein d'un PPP quand on paye des salaires à des membres de la famille? Non, non, parce que, ben, juste pour donner un petit peu de contexte pour l'audience, les règles de fractionnement, donc c'est ce qu'on parle ici des nouvelles mesures qu'on appelle souvent les mesures Morneau, du ministre Morneau, qui disait que quand on a des membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise familiale, souvent c'est des actionnaires, souvent ils ne travaillent pas dans l'entreprise. Souvent, on leur donnait des dividendes, on leur donnait de l'argent, mais ces gens-là ne travaillaient pas pour l'entreprise. Et ça, c'est devenu problématique. Donc, le gouvernement a instauré toute une toute une série de mesures fiscales pour que les gens ne fassent pas ça. Avec le PPP, il faut à tout prix que la personne travaille pour l'entreprise et reçoive un salaire pour être admissible. Donc, on rencontre déjà les exigences des mesures Morneau. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les nouvelles mesures de fractionnement et l'utilisation du régime de pension agréé. Très bien. Est-il possible de faire des dons avec l'argent qui reste dans un PPP lors d'un décès au bénéfice d'une organisation à but non lucratif, par exemple? Oui, oui, exactement. Oui, on peut le faire. Donc, disons qu'un médecin a travaillé très longtemps dans un hôpital et peut-être que la famille est assez nantie, n'a pas vraiment besoin de l'argent du régime ou juste une partie. On peut désigner l'hôpital comme étant le bénéficiaire ou un des bénéficiaires de l'argent du régime de pension. Et ce qui est merveilleux avec cette façon de faire, c'est que l'argent qui a été cotisé dans le régime n'était pas taxable puisqu'on a droit à une déduction. Et cet argent-là a grossi à l'abri de l'impôt. Et au décès, cet argent-là est versé dans les mains de l'hôpital, mais l'hôpital ne paie pas d'impôt non plus. Donc, cet argent-là n'est jamais taxé. Donc, c'est une belle façon de remercier l'hôpital ou ça peut être un autre organisme caritatif pour ce qu'ils ont fait de façon très efficace d'un point de vue fiscal. D'accord. Quels sont les désavantages du PPP ou est-ce qu'il y a des coûts cachés que notre audience devrait connaître? Non, il n'y a pas de coût caché, mais il y a un gros désavantage, c'est que parce que c'est un régime de pension agréé qui est enregistré, qui reçoit un agrément auprès du gouvernement fédéral, il y a beaucoup plus de paperasse lors de la mise en place que si on devait ouvrir un compte REER à la banque. OK? Donc, beaucoup plus de documents, beaucoup plus de signatures et la gestion, elle aussi, requiert qu'on envoie au gouvernement chaque année des rapports sur l'évolution des actifs dans la caisse. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de faire avec un REER. Mais parce que c'est un régime de pension qui est très réglementé, on doit faire ces rapports-là. Donc, ça oblige qu'il y ait une infrastructure pour s'occuper du régime. Et ça, c'est plus onéreux, c'est-à-dire c'est plus lourd d'un point de vue administratif. Mais ma compagnie s'occupe de tout ça.
Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va imposer aux clients, mais ils doivent savoir que ça vient avec le produit. Donc, c'est ça le talon d'Achille, pour utiliser un terme médical. Le talon d'Achille du plan de pension personnelle, c'est que c'est, d'un point de vue de paperasse, il y a plus de paperasse qu'avec un simple compte réel. D'accord. Qui est un client idéal pour mettre en place un PPP? Bien, tous les professionnels de la santé qui sont incorporés, qui utilisent une compagnie médicale professionnelle, par exemple, et qui perçoivent un salaire ou de la bonification, ce qu'on appelle en termes fiscaux du T4, tous ces professionnels de la santé qui ont moins de 71 ans sont tous candidats à se prévaloir d'un PPP. Donc, c'est un marché très, très élevé dans le monde médical. C'est sûr que ça ne s'applique pas juste aux médecins. On a des avocats, on a des comptables, on a des patrons d'entreprise qui ont des PPP, mais pour l'Association canadienne de rhumatologie, c'est vraiment pour les professionnels de la santé les candidats idéaux. D'accord. Les règles récentes sur la taxation des revenus d'entreprises passifs, est-ce que jouent en faveur ou contre une stratégie PPP? Bien, définitivement en faveur d'un PPP parce que, encore une fois, pour l'audience, on parle encore une fois des mesures qui ont été mises en place par M. Morneau et le gouvernement fédéral. Donc, il dit que quand on garde trop d'argent investi au sein de son entreprise de façon passive, cet argent-là n'a rien à voir avec les opérations courantes de la compagnie. On s'est investi dans les marchés, disons, on achète des obligations, on achète des actions, puis on essaie de faire fructifier cet argent corporatif. À un moment donné, si on dépasse 50 000 de revenus passifs, bien là, il y a une conséquence fiscale néfaste qui s'applique, c'est-à-dire que sur les premiers 500 000 de revenus corporatifs, normalement, on a droit à être taxé ce qu'on appelle au petit taux. Donc, ça dépend des provinces. Mais en Ontario, par exemple, le petit taux cette année, c'est 12,2 %. Dès qu'on dépasse le 50 000 de revenus passifs, pour chaque dollar supplémentaire, donc quand on arrive à 50 001, on perd 5 du 500 000 $. C'est-à-dire qu'on commence à être taxé à 26,5 % au lieu de 12,2 %. Alors, éventuellement, plus on fait d'argent passif dans sa compagnie, plus on paye d'impôts parce qu'on perd le petit taux. On est maintenant taxé au taux normal. Alors, c'est une conséquence fiscale vraiment néfaste. Et pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à la compagnie, au lieu d'investir dans votre compagnie, prenez cet argent-là et cotisez-la dans votre régime. Parce qu'une fois que c'est dans le régime, les mesures Morneau ne s'appliquent plus. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a une belle solution à ce nouveau problème. Très bien. Ma dernière question, à quel âge recommandez-vous aux clients de mettre en place le PPP? Bien, nous, on dit toujours le plus tôt possible. Parce que plus l'argent grossit à l'abri de l'impôt pendant des périodes de temps plus longues, ça fait un effet de levier. On a de l'intérêt sur de l'intérêt. Puis éventuellement, c'est comme ça qu'on fait grossir sa richesse. Donc, ceux qui attendent à la dernière minute, qui attendent à 71 ans pour mettre en place le régime, puis il y en a qui le font. J'ai un client qui a attendu à 71 ans avant de mettre le régime en place. C'était pas pour lui, c'était pour ses enfants, parce qu'il voulait le faire, le transfert intergénérationnel dont on a parlé plus tôt. Donc, ça peut se faire. Mais normalement, on dit aux gens, écoutez, commencez le plus tôt possible parce que les frais d'administration du PPP, du régime, sont couverts par les économies d'impôt. C'est une solution qui s'autofinance. Donc, il n'y a pas de pénalité à commencer plus tôt. C'est plutôt une pénalité, un coût d'opportunité si on attend trop longtemps. D'accord. Merci. Merci beaucoup de vos questions, puis bonne fin de journée. Merci vous aussi.